Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis le directeur de la prépa CRFPA de l'ISP. Je suis également le professeur de droit des obligations au sein de cette prépa CRFPA. Dans cette vidéo, je vous propose de vous livrer quelques éléments de correction de l'épreuve 2023 en droit des obligations, la consultation de M. Samy. Je vous rappelle qu'au sein de la prépa, nous vous proposons des éléments de correction des annales chaque année sur le site de la prépa, www.prepa-isp.fr, de manière à ce que vous puissiez effectivement vous entraîner à partir des annales pour préparer le prochain CRFPA. C'est toujours très utile lorsque l'on passe un concours ou un examen de s'entraîner sur les annales. Et nous le proposons à nos élèves et nous vous le proposons aussi si vous ne faites que passer par notre site internet. Si nous réservons la correction intégrale et détaillée à nos élèves inscrits à la prépa, nous souhaitons proposer à tout le monde des éléments de correction afin que vous puissiez déterminer les attentes qui étaient celles du jury face aux dites épreuves, et notamment, dans cette vidéo, je vais vous proposer de revenir sur les attentes à la fois méthodologiques et de fond du jury sur la consultation de M. Samy. Je vous propose de commencer immédiatement d'abord par quelques observations générales. Vous pouvez télécharger sur notre site le sujet d'annale, comme vous pouvez aller sur le site du Conseil national des barreaux pour avoir ce sujet. C'est pareil pour toutes les matières. Allez chercher le sujet d'annale et essayons de relever quelques-uns de ces éléments de correction ensemble. La première chose que vous pouvez observer en regardant le sujet de l'énoncé M. Samy, c'est la structure. Vous avez clairement deux cas distincts qui se suivent. Les deux mettent en scène le même protagoniste, M. Samy, mais il est clair que l'on est face à deux situations distinctes. D'abord, dans le cadre d'un éventuel litige entre M. Samy et la société ImpactNet, et ensuite dans le cas d'un éventuel litige entre M. Samy et la banque. Deux cas distincts, le sujet nous fournit un barème, ce qui est toujours très éclairant, et ce barème est équilibré. 10 plus 10. Cela signifie que, on devait accorder le même temps pour la rédaction des deux cas, et qu'ils sont censés, relever à peu près de la même difficulté. On relèvera d'ailleurs que dans son ensemble, et je suis désolé si certains d'entre vous l'ont passé et n'ont pas bien réussi cette épreuve, mais c'était une consultation qui n'était pas très difficile sur le fond, même si elle posait des problèmes d'organisation des développements, d'organisation de la pensée. Deux barèmes, 10 plus 10, qui commandaient impérativement d'aller au bout de l'épreuve déjà. Si on voulait aller chercher une vraie bonne note, on comprenait qu'il fallait ne pas négliger la deuxième partie du cas et qu'il fallait impérativement être capable d'arriver en 3 heures à faire tout le sujet. D'autant plus qu'on verra que c'était pas forcément la fin de la question 2 qui était le plus difficile. Je tiens à souligner que c'est pas parce que nous avons deux cas distincts que on pouvait s'octroyer le droit de commencer par le deuxième cas et finir par le premier. C'est toujours un très mauvais message qui est envoyé aux examinateurs de dire j'ai préféré commencer par le deuxième, ça signifie ni plus ni moins que je suis pas très à l'aise sur le premier. Surtout quand le barème est 10 plus 10 et qu'il n'y a donc aucune raison de privilégier l'un sur l'autre. Privilégier un par rapport à l'autre. Deuxième observation, on est en présence d'une véritable consultation. C'est plus qu'un cas pratique. Une consultation est à la fois plus difficile qu'un simple cas pratique. Une consultation est aussi plus exigeante d'un point de vue, je dirais, professionnel. Un cas pratique s'entend souvent d'une question clairement exposée, avec une solution technique à fournir, un raisonnement assez vertical, ce que l'on appelle finalement une question fermée. Il y en a parfois, mais rarement un sujet de droit des obligations dans les annales n'a été constitué que de questions fermées. Et
la consultation de Monsieur Samy est la preuve même que l'on peut avoir quasiment un sujet tout entier qui ressemble davantage à une consultation, c'est-à-dire des questions ouvertes, que à un cas pratique universitaire. Alors, ce n'est évidemment pas un vrai dossier que vous rencontrerez en cabinet, mais on voit très clairement qu'il y a un effort très louable fait par le jury, eh bien, d'aller plus loin que les simples exigences académiques et universitaires, de vous confronter à des vraies difficultés pratiques qui sont celles de la pensée prospective. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a une vraie consultation parce qu'on vous demande de chercher des voies de droit, de prospérer vers, eh bien, des solutions qu'aurait un avocat face à une telle situation. On ne vous demande pas de répondre à une question fermée et déterminée, on vous demande d'imaginer, alors le terme est un petit peu ambitieux, mais d'imaginer des stratégies judiciaires, parfois en vous disant que vous vous placez dans la thèse de l'un, parfois en vous disant que vous vous placez dans la thèse de l'autre, de manière à ce que vous soyez effectivement dans la défense des intérêts d'une partie ou des deux parties, si jamais on vous place dans ces situations opposées. Il y a une vraie idée derrière de voir si vous avez une tête bien faite. Alors, bien sûr, on ne peut pas croire que l'on va réussir une telle épreuve sans avoir de connaissances. Mais on voit bien l'accent mis sur la méthode de la consultation. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y avait plusieurs questions ouvertes. Si on regarde bien les sujets, il y a 2 cas distincts et chacun regroupe 2 questions. Et sur donc les 4 questions au total, on peut dire qu'il y a 3 questions ouvertes ou semi-ouvertes et une question un peu plus fermée. Et comme par hasard, c'est la question un peu plus fermée qui est que sur 3 points. On valorise donc, encore une fois, l'idée que, on cherche des futurs professionnels, des gens qui ont un peu, alors le terme est peut-être pas très habile, mais un peu d'imagination en termes de construction de la pensée juridique. Qu'est-ce que l'on observe aussi au regard du sujet? On observe que l'on est face, et ça n'a pas toujours été le cas dans les annales, à un sujet qui est clair, qui est précis, un énoncé qui ne pose pas de réelles difficultés de compréhension. On se dit pas, alors c'est arrivé certaines années, mais de quoi il me parle? Ici, tout est compréhensible à première lecture, mais attention, il y a beaucoup d'informations. Le sujet, il fait un peu plus d'une page. Mais en finalement pas tant de lignes que ça pour une épreuve de cette importance, on a quasiment à chaque ligne un élément très important. Très important. Qu'est-ce que l'on observe encore? Comme c'est souvent le cas avec des questions ouvertes, l'une des principales difficultés va être de travailler la structure de la consultation. Parce qu'on nous demande de phosphorer, de prospecter dans le droit des solutions utiles, on nous demande d'élaborer, au sens propre du terme, un raisonnement. On ne va pas forcément donc être dans la difficulté technique, même s'il y a des points techniques à aborder. On va être dans l'idée d'avoir une présentation à la fois éclairée, pertinente, le terme, je pense, qui est le plus adéquat. Il fallait chercher les moyens d'élaborer une structure efficace pour répondre aux attentes du jury. Les connaissances techniques, je vous l'ai dit, étaient importantes, mais elles n'étaient pas hyper approfondies, et puis certaines étaient prévisibles. Je pense à la deuxième partie du cas, on va le voir, c'est une forme d'audit de contrat, et on nous fait baigner cela un peu dans une atmosphère de maladie, de force majeure. Si ça, c'était pas prévisible, je sais pas ce qu'il était. Voilà, ça c'était mes commentaires généraux sur l'épreuve, et je dois dire que, je finirai par ça, je l'ai pas dit tous les ans non plus, j'ai une certaine admiration
pour le jury quand il a rédigé ce sujet. Il a été extrêmement attentif et précautionneux. Il n'a pas livré un sujet facile, mais il n'a pas livré un sujet inutilement compliqué. Je pense que c'est véritablement ce genre de sujet qui permet de vérifier les qualités des candidats dans l'optique, encore une fois, d'un examen professionnel, puisqu'il donne accès à l'école du barreau et demain à la profession d'avocat, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Donc je salue l'effort du jury dans la construction de ce sujet. Maintenant, allez, lisons-le rapidement ensemble. Je l'ai un peu résumé, mais pas tant que ça, parce que je vous l'ai dit, le sujet était important. J'aimerais vous montrer que, dès la lecture du sujet, il y avait des choses, et ça fait partie de la méthode. Dès la lecture du sujet, il y avait des choses à repérer. Monsieur Samy anime des formations payantes, il a le statut d'entrepreneur individuel non commerçant. Donc déjà, Monsieur Samy, c'est pas une personne lambda, c'est pas un particulier, on nous le met dans la situation du professionnel. Et ça va avoir une importance pour, par exemple, la preuve des contrats électroniques. Ensuite, on commence par la première question. Le litige oppose Monsieur Samy à la société ImpactNet. Il y a 10 points. Monsieur Samy s'est adressé à la société ImpactNet afin qu'elle crée un site internet. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'on est dans la recherche de conclusion d'un contrat et qu'on a au moins eu invitation à entrer en pourparlers. L'objet du contrat, c'est une prestation de service. L'un des contractants est un professionnel du secteur, l'autre ne l'est pas. Aucun document papier n'a été signé. Ça ne veut pas dire qu'aucun contrat n'a été conclu, mais en tout cas, on n'a pas eu de contrat écrit signé. Il y a eu des discussions sous la forme d'échanges de courriels. On se posera automatiquement la question de savoir quelle est la valeur de ces échanges. Dans un de ces courriels daté du 15 juin 2023, moment important, on me place en 2023. Au titre de l'application de la loi, je sais que je suis post-réforme du droit des contrats de 2016. Manifestement, je vais être interrogé en droit des contrats puisque c'est le sujet, mais sur le droit des contrats, post-réforme, je suis en 2023, je suis tranquille. Monsieur Samy écrivait « Je vous remercie de votre effort sur le tarif et vous donne donc mon accord de principe pour la création d'un site internet de type professionnel plus hébergement 24 mois pour la somme de 3 500 €. » Bien sûr qu'il fallait s'interroger sur cette notion d'accord de principe. Qu'est-ce que ça signifie? Et je vous rappelle que la notion d'accord de principe, c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a eu le contrat, loin s'en faut. D'autant plus que monsieur Samy ajoute « Vous voudrez bien m'adresser les documents contractuels dans les meilleurs délais. » On voit tout de suite l'incertitude de savoir est-ce qu'on a abouti ou non à un contrat. D'ailleurs, cette incertitude va être renforcée par la suite. 2 jours plus tard, le 17 juin 2023, monsieur Samy dit « J'ai bien réfléchi, sans réponse de votre part à mon message du 15 juin, alors qu'il y a eu accusé de réception, je vous indique que je ne souhaite pas donner suite à l'accord de principe précédemment transmis. » Autrement dit, monsieur Samy, après s'être accordé un délai de réflexion, retire son consentement. Si jamais on considère qu'il avait déjà donné consentement, ce qu'il faudra discuter. ImpactNet répond alors en tentant de convaincre monsieur Samy, ce qui souligne que ImpactNet n'est pas forcément dans l'optique judiciaire a priori, mais plutôt dans l'optique de discussion. Et puis voyant que ça n'aboutit pas, ImpactNet argue de la conclusion du contrat. On voit immédiatement que le débat va se situer sur la qualification ou non d'un contrat. Et d'ailleurs, on a un jury qui aurait pu s'arrêter là et dire « Quid juris, qu'en pensez-vous, débrouillez-vous avec ça ». Mais le jury est plutôt sympathique et propose 2 questions. Et 2 questions qui montrent qu'il y avait lieu à discussion, qui montrent qu'on n'a pas de réponse certaine. On nous dit d'abord, sur 7 points, est-ce que ImpactNet pourra obtenir gain de cause en justice sur le terrain contractuel? Et on nous dit ensuite, sur 3 points, si on n'aboutit pas à démontrer l'existence d'un contrat, est-ce qu'on peut aller sur la responsabilité civile extra-contractuelle? Qu'est-ce que ce genre de sujet
révèle? Il révèle que on est dans la vraie vie. C'est-à-dire que le jury admet, et c'est très intelligent, qu'il y a lieu à discuter pour et contre la qualification contractuelle, qu'il n'y a pas de certitude. Oui, a priori, on doit être assez malin pour se dire, on va aller dans le sens de la qualification contractuelle, mais on nous demande quand même, si on échoue, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain extra-contractuel? C'est assez intelligent, ça nous oblige à travailler, finalement, eh bien, les deux aspects de la question. C'est très pertinent, et puis ça permettait à chaque candidat d'avancer ses arguments plus ou moins forts, et ça c'est assez important au CRFPA, on l'a vu à plusieurs reprises dans les annales, eh bien parfois il n'y a pas de réponse ferme et définitive, je dirais manichéenne, il y a la possibilité de discuter et d'échanger. Et là encore je salue le jury. Quid du reste? Le deuxième litige opposait M. Samy à sa banque. Ici, on nous dit qu'il y a eu contrat le 10 janvier 2022, un contrat d'emprunt bancaire, un contrat de prêt bancaire. Première observation, là, il y a déjà eu contrat. Deuxième observation, le contrat a été conclu en 2022. De nouveau, je sais que je suis post-réforme de 2016, je suis dans le droit positif. On nous dit que le contrat a été conclu en 2022 et qu'il prévoit des remboursements à partir du 1er mars 2023. Ici, observation, certains candidats ont cru qu'ils pouvaient critiquer la validité du contrat sur cette idée que, eh bien, les remboursements ne commençaient pas maintenant, mais commençaient à N+1. Ce raisonnement-là était faux, hein. Il y a de très nombreux contrats en pratique d'emprunt bancaire, et ça a été mon cas, où on négocie avec la banque un remboursement commençant à N+1, voire N+2, etc. Ça joue sur les conditions de manière générale, mais c'est tout à fait licite. Il n'y avait pas à discuter là, il ne fallait pas inventer de questionnement. On nous dit derrière, le contrat prévoit que la somme empruntée est de 45 000 €, portant intérêt à 3,5. Et puis tout de suite, on nous met face à deux clauses du contrat. Ça aussi, ça se prépare. Il faut, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait à la fac, il faut savoir que c'est tout simplement l'idée que on va être dans un précontentieux ou dans un contentieux où il va falloir auditer le contrat, c'est-à-dire examiner, soit la validité, soit l'opposabilité, soit les deux, des stipulations contractuelles. Il faut s'être entraîné à l'avance pour réussir une telle épreuve. Savoir examiner un contrat, savoir lire des clauses d'un contrat, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement que ça. Pourquoi? Parce que, les clauses ne sont pas toujours rédigées parfaitement, qu'il y a un effort de qualification, d'interprétation, et que derrière, il faut appliquer le régime idoine. On a deux clauses, l'article 6 et l'article 7. L'article 6 prévoit une majoration du taux d'intérêt en cas de défaut de paiement. L'article 7 prévoit une déchéance du terme du remboursement en cas d'accumulation d'impayés, c'est-à-dire une résolution immédiate du contrat avec paiement de toutes les sommes dues. Or, les faits arrivent, maintenant qu'on a exposé objectivement les stipulations contractuelles, on nous dit que après une grave maladie, alors là ça doit faire warning dans votre esprit, grave maladie, force majeure, hein. C'était automatique, on était prêt à parier qu'il y aurait une question sur la force majeure cette année, elle a eu lieu, voilà, c'était fait, bam. Une grave maladie a empêché M. Samy de travailler durant 9 semaines, il a laissé 3 échéances impayées, juin, juillet, août 2023, il a laissé sans réponse les courriers de la banque, c'est pas bien M. Samy de ne pas payer et en plus de se comporter de manière silencieuse, de ne pas tenir informé son co-contractant. C'est souvent synonyme de mauvaise foi. Il se décide à payer 2 mensualités, celles de juin et septembre, il laisse impayé juillet et août, et la banque considère que ce paiement ne suffit pas. Et la banque actionne, entre guillemets, l'article 7 du contrat pour faire tomber le contrat.
lui disant qu'il doit rembourser l'intégralité des sommes empruntées et les intérêts. Monsieur Samy vous interroge, il entend échapper à la majoration d'intérêt de l'article 6 et il entend échapper à l'application de l'article 7. On vous demande d'éclairer-le sur les différents arguments juridiques qu'il pourrait invoquer et sur leurs chances de succès. On voit tout de suite venir les questions relatives à la qualification juridique des clauses, la question des clauses abusives, de la force majeure, etc. Il y avait donc plus de richesse technique dans ce deuxième cas, mais encore une fois, on nous demande de chercher les voies de droit qui pourraient être utiles. C'est une vraie consultation. Voilà, j'espère que cette lecture de l'énoncé vous est utile pour commencer d'ores et déjà à essayer de le faire. Je vais aller un petit peu plus loin dans mes indications, mais très rapidement. Je vous dis simplement quels ont été les principaux écueils qui ont été relevés par nombre d'examinateurs dans les différents IEJ, des informations qui nous sont remontées. D'abord, ce qu'il ne fallait pas faire, et puis après je vous dirai quelques éléments qui ont été appréciés. Ce qu'il ne fallait pas faire, d'abord, beaucoup d'examinateurs ont considéré que trop de candidats avaient très longuement développé la première question et abandonné presque toutes les autres. On ne peut pas se contenter d'être noté sur 7 et il faut comprendre que les examinateurs vont valoriser ceux qui ont fait l'exercice en entier. Ensuite, il ne fallait pas chercher des pièges où il n'y en avait pas. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, certains ont cherché à imaginer une stratégie pour faire tomber le contrat d'emprunt, d'autres se sont dit dans le premier cas, en fait, il y a une incohérence, si je réponds qu'il y a contrat, je pourrais pas faire la deuxième question, donc ils sont forcés à dire dans la première question, il n'y a pas contrat pour que je puisse répondre à la deuxième question sur la responsabilité extra-contractuelle. Alors qu'il y avait de la place pour discuter les deux qualifications. Donc, il y en a certains qui se sont piégés eux-mêmes en croyant qu'il y avait des pièges dans l'énoncé, c'était pas du tout le cas. Certains ont beaucoup discuté au contraire, sont tombés dans la dissertation, ils n'ont pas fait de syllogisme, ils ont beaucoup discuté. L'une des questions qui a été étonnamment la plus dissertée, très étrangement la plus dissertée, c'est la question des clauses abusives. Il y a beaucoup d'examinateurs qui ont dit que les candidats s'étaient tellement focalisés sur les clauses abusives qu'ils en avaient fait des tartines, oubliant que ça n'était pas l'essentiel du sujet, ni même l'essentiel des questionnements relatifs au deuxième cas pratique. Alors certains ont fait preuve d'incohérence, je reviens un peu sur le premier cas pratique, puisque certains ont dit qu'il y avait contrat, et juste après, ils ont dit, non, finalement, on n'est que dans les pourparlers. Ça n'a pas beaucoup de sens, il fallait expliquer qu'il y avait de la marge entre les deux. Et il y avait aussi des incohérences dans le deuxième cas pratique. Certains ont considéré que on était en présence systématiquement de clauses abusives, et qu'ont pourtant conclu au fait que, Monsieur Samy devrait payer la totalité des sommes immédiatement, ainsi que les intérêts. Des incohérences dans la solution par rapport, à tous les développements, c'était une façon de perdre beaucoup de points d'un coup. Parce que si on cherche des têtes bien faites, la première chose qu'on va demander, c'est un propos qui n'est pas susceptible d'incohérence. Certains ont oublié d'aller au bout des questions. Dans la toute première question sur 7 points, par exemple, il suffisait pas de passer par la qualification contractuelle. Il fallait en déduire les conséquences sur la sanction de l'inexécution contractuelle. Certains ont essayé aussi de combler quelques lacunes, je pense, sur le fond, en allant chercher une tonne de jurisprudence dans le Code civil. Or, il n'y avait pas tant besoin que ça de se référer à la jurisprudence du Code, et nombre de jurisprudences du Code n'étaient d'ailleurs pas très intéressantes. On ne remplit pas sa copie avec de la jurisprudence pour le principe de remplir sa copie. Là aussi, savoir bien utiliser la jurisprudence, ça s'apprend, ça fait partie de la méthode. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait traiter les cas de manière objective, tout en pensant à bien répondre aux multiples demandes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui a été apprécié,
c'est qu'on se mette dans la position à chaque fois d'un avocat. Dans le premier cas, de dire, eh bien, je suis l'avocat d'ImpactNet, enfin on l'écrivait pas, mais on se le mettait dans l'esprit, et à titre principal, je cherche la qualification contractuelle. À titre subsidiaire, s'il n'y a pas contrat, je vais sur la responsabilité extra-contractuelle. Et dans le deuxième cas, de se mettre à la place du conseil de Monsieur Samy et de se dire quels sont les arguments pour faire tomber spécifiquement l'article 6, pour faire tomber spécifiquement l'article 7, et de manière générale, qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution qui va aider Monsieur Samy? La force majeure, le délai de grâce, etc. Ce qui est clair, c'est qu'il fallait être capable de mobiliser ses connaissances de manière transversale, c'est d'aller chercher dans plusieurs points du programme. Alors, on est quasiment que sur le droit des contrats, on est d'accord, parce que même si on a un peu de responsabilité extra-contractuelle, on est dans la matière contractuelle, hein, quand on pense à la rétractation, de l'acceptation, etc. Donc, on est dans le programme de droit des contrats, mais celui-ci est déjà vaste, et il fallait traverser tout le programme de droit des contrats. De la formation à l'inexécution, je dirais, et même à l'intérieur de ces deux grands pans, il y avait beaucoup de choses à dire sur la formation et beaucoup de choses à dire sur l'inexécution. Je vous l'ai dit, il fallait faire un plan. Il fallait faire un plan de cas pratique, une structure de la consultation au brouillon, qui après se reflétait au propre et qui permettait de dire, eh bien, j'ai pris les choses dans l'ordre et je suis très cohérent, je suis très posé. Je vous l'ai dit aussi, ce qui était apprécié, c'était d'aller au bout de l'épreuve. J'ai plusieurs examinateurs qui m'ont dit, il y a tellement peu de candidats qui ont été au bout de l'épreuve que ceux qui ont terminé, j'ai eu envie un peu de bonifier leurs notes. En tout cas, je l'ai pris en considération. Ils ont beaucoup aussi apprécié ceux qui prenaient le temps d'une rédaction pédagogue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Prendre le temps de faire des syllogismes et prendre le temps de faire plusieurs syllogismes qui se succèdent. Plutôt que des gros pavés de majeurs, des gros pavés de mineurs, faire plusieurs syllogismes pour avancer dans le raisonnement, pour, en réalité, produire quelque chose de fluide, qui traite chaque sous-question et sous-sous-question les unes après les autres. L'un des points qui était particulièrement examiné, c'était votre capacité à avoir compris les thèmes de clause abusive, les thèmes de force majeure à l'aune de la jurisprudence et à l'aune des nouveaux textes de la réforme. Et c'était vraiment les deux points techniques qui étaient les plus regardés. Enfin, il fallait accepter la discussion. Ceux qui ont balancé les réponses, même si ça collait aux réponses, qui n'étaient pas si fermes que ça d'ailleurs, du corrigé, ceux qui balançaient les réponses de manière manichéenne, comme si c'était des vérités absolues, comme s'il n'y avait pas à discuter dans les mineurs pour relever le pro et le contra, ceux qui trouvaient tout évident, ont été sanctionnés. Parce que justement, l'idée même était de montrer qu'il y avait à discuter, à apprécier les faits, de manière à se poser la question, à chaque fois, de la qualification ou du régime. L'exemple type, c'est l'accord de principe. L'accord de principe, c'est un faux ami. On pourrait croire que c'est un accord de volonté, alors que ce n'en est pas un, ça peut nous mettre sur la trace d'un accord de volonté. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'encore une fois, je réserve la correction intégrale à mes élèves, et elle est beaucoup plus longue. Mais voilà la structure que peut-être il fallait adopter. Une structure qui devait permettre de voir toutes les attentes du jury, toutes les qualifications possibles. On commençait par envisager donc le litige opposant la société ImpactNet à M. Samy, et on répondait aux deux questions. Sur la première question, il fallait évidemment passer par la qualification contractuelle, donc la rencontre de l'offre et de l'acceptation, se poser la question de l'offre, se poser la question de l'acceptation. C'est là qu'on se posait la question potentiellement de l'accord de principe. Est-ce que ça valait acceptation ou non? Et si on concluait que oui, il fallait se poser la question de savoir quid de la rétractation, justement, de l'acceptation. Il fallait aussi penser qu'on était face à un contrat qui n'était pas écrit, qui n'était pas fait en présence,
Donc il fallait se poser la question, parce qu'il s'agissait des champs de courriel, de l'accord électronique et de sa preuve. Sur le régime, quelles étaient les sanctions possibles et utiles, l'exécution forcée, la responsabilité. Sur la responsabilité extra-contractuelle, il fallait envisager les pourparlers, la rétractation de l'acceptation comme source de responsabilité extra-contractuelle. Sur le litige opposant M. Samy à la banque, la toute première chose qu'il fallait faire, c'était qualifier le contrat d'adhésion, c'était évident. Ensuite, sur l'article 6, se posait la question de la qualification et du régime idoine, et on tombait, vous serez d'accord, sur une clause pénale. Sur l'article 7, qualification-régime, la clause résolutoire. Et enfin, on devait se poser la question des incidences éventuelles de la maladie de Samy. Y a-t-il force majeure? Oui, non. Est-ce que ça a une incidence? Oui, non, sur les exigences. Beaucoup ont pensé que non. Il y a peut-être la place au oui pour la suspension. Il y avait là aussi possibilité de discuter. Il y avait peut-être possibilité d'obtenir la suspension du contrat plutôt que sa résolution. Il y avait peut-être la possibilité d'obtenir devant le juge un délai de grâce. Il y avait beaucoup de choses à envisager, comme si on était face à une vraie stratégie judiciaire. Dans un cas, dans la défense des intérêts de la société Impact Net. Dans le deuxième cas, dans la défense des intérêts de M. Samy. Voilà, je sais que j'ai été un peu vite sur cette dernière partie. Vous pouvez tout simplement mettre pause, essayer de vous servir de ça pour concrètement réaliser le corrigé vous-même de l'annale 2023. Et à mes élèves, je les renvoie à leur espace réservé sur le site de la prépa pour y trouver la correction intégrale en vidéo aussi, évidemment, avec toutes les explications, évidemment. En tout cas, élèves ou non de la prépa ISP, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de réussir le prochain CRFPA que vous préparez. Et j'espère que cette vidéo aura permis de vous aider un petit peu dans cette magnifique aventure que celle de devenir avocat. Voilà. Merci de votre écoute. Au revoir.